me fait très plaisir de retrouver nos collègues du Café politique. Après son absence la semaine dernière, on retrouve notre collègue de CBC à Fredericton, Jacques Poitras. Bonjour. Bonjour, je retourne et j'amène l'été avec moi. Ah, l'été, ben là, oui, hier surtout, là, mais là, c'est le Oui, soleil qu'on veut absolument. pour le week-end, mais c'est correct. On vous demandera pas de miracle, Jacques. De votre côté, ça va bien? François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, conjoint à Caraquette. François? Oui, bonjour, ça va bien. Intéressant l'entrevue avec Daniel Alain aujourd'hui, effectivement. Surtout qu'on va parler des règles de nomination du PC. Mais sa réflexion très sérieuse, ça commence à dater, mais effectivement, de plusieurs mois. J'ai sous les yeux un article de l'Acadie Nouvelle ici, daté du vendredi 31 janvier, titré Daniel Alain songe sérieusement à devenir chef du Parti progressiste conservateur. Alors, il joue beaucoup avec le chaud et le froid, mais je le comprends parce que les règles de nomination vont peut-être déterminer ses chances de succès. Ah, ça, c'est vrai. Et donc, on ne doute pas de son sérieux dans la démarche. On peut se dire Non, du ça tout. en conclusion. Passons donc justement à ce premier sujet. Puis c'est vers vous que je vais me tourner, Jacques, parce que vous nous avez détaillé toutes les questions importantes là, qui seront à l'ordre du jour de cette rencontre du PCNB le 24 mai prochain, Jacques. Oui, absolument. Il y a certains changements proposés aux règles pour la chefferie. Euh, mais intéressant qu'une idée de donner chacun des 49 circonscriptions dans la province un poids égal dans la vote a été rejetée par quelqu'un dans le parti et qui ne va pas passer pour une vote au Congrès la semaine prochaine. Alors, il faut souligner que ces résolutions-là doivent passer par un processus à travers des associations locales, gagner un certain niveau d'appui avant qu'ils peuvent être débattus au Congrès. Mais pour moi, l'intéressant, ce n'est pas nécessairement les règles sur la chefferie, mais certaines autres résolutions dans les documents que j'ai obtenus qu'on pourrait dire essayer de régler certains sujets qui dérangent les membres du parti depuis que Blaine Higgs était chef. On parle d'une résolution pour donner plus de contrôle sur les nominations des candidats à l'association locale. On se souvient qu'à Hampton, il y avait une chicane entre l'association locale et le bureau provincial sur la nomination de Fétine Grzeski. Et aussi un cap sur les dons financiers de l'extérieur de la province, quelque chose qui était très controversé. Alors, deux choses qui peut-être essaient de corriger certaines tendances qu'on a vues avec Higgs. Mais de l'autre côté, il y a une motion qui donnerait à un comité de 3 personnes le pouvoir d'expulser quelqu'un du parti pour même parler contre les intérêts du parti publiquement. Cette décision-là, actuellement, doit prendre une vote de 80% d'une grande conseil provincial du parti. Alors, toutes ces motions-là, on peut voir que les affaires qui dérangeaient le parti sous Blaine Higgs dans les 2 dernières années, que certains membres essaient de régler ça pour le parti. Oui, puis François, justement, M. Alain, tout à l'heure, qui nous dit quand je lui ai posé la question, est-ce que vous allez tester les eaux et voir si ce parti-là vous ressemble encore? Parce qu'il parlait de la réunion du 24 et notamment de cette mesure-là de 3 personnes au lieu d'un vote de 80 qui n'a pas grand-chose de progressiste. Ça fait partie de l'identité du parti là, quand on prend des décisions sur des motions comme celle-là qui vont d'un côté ou d'un autre. Je vais vous dire que comme éditorialiste, j'ai le droit de me prononcer parfois sur des sujets. Si les militants progressistes conservateurs, les comités, tout ça, acceptent cette motion-là de laisser à 3 personnes le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe quel, ils n'auront que même à blâmer. Ça serait assez extraordinaire, assez puissant. Même si, bon, un parti, c'est comme ça. C'est un outil dans une démocratie, mais un parti politique en tant que tel n'est pas une démocratie. Ça a un chef, ça prend des décisions, mais bon, quelle nomination quand même. Concernant, pour revenir à M. Alain et donc à la course au leadership, très important ce qui est en train de se produire au Parti progressiste conservateur, le précédent système de vote, un congrès qui avait duré la dernière fois une dizaine d'heures, nous avait donné un chef unilingue avec aucun appui de ses collègues du cabinet, qui était très axé sur ce que je surnommais toujours au café politique, la bulle Fredericton-Saint-Jean, c'était Blaine Higgs, bien sûr. Le fait que le Parti progressiste conservateur soumet une proposition pour modifier la façon
façon de nommer un chef lors d'une course à la direction, de voter. On parle de système préférentiel ici. Ça montre, et Jacques l'a bien expliqué, là, une insatisfaction là, chez plusieurs membres sur la façon dont les choses se sont passées sous l'ère Higgs. Ils veulent éviter, je pense, une répétition de ce qui s'est produit la dernière fois. Alors, c'est important. Les règles choisies pour la course vont déterminer, dans le fond, quelle sorte de prochain chef qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir un Daniel Alain, justement, un candidat semblable, ou est-ce qu'on va avoir peut-être un Chris Austin, ou quelqu'un dans la même mouvance? J'aurais voulu, moi, voir le parti adopter une règle semblable à celle du Parti conservateur fédéral, là, qui aurait donné aux 49 circonscriptions un poids égal. Ça aurait forcé tous les candidats justement à s'ouvrir à toutes les régions. Mais le système préférentiel qui est proposé, qui ressemble à ce que les libéraux ont utilisé pour élire Susan Holt, pourrait être un bon compromis. Ça limite les chances qu'un candidat choisisse un enjeu unique là, qui divise, par exemple, la politique 713 ou encore les droits des francophones, pour se bâtir une base d'électeurs et se sauver avec la victoire. Donc, on choisit premier choix, deuxième choix, troisième choix, puis là, c'est parti, Voilà. puis après ça, on fait les calculs. On verra. C'est quoi la date encore de ce congrès 2000? C'est le 24 mai. Et ça va être intéressant de voir De l'année prochaine. Non, la réunion. la semaine la prochaine. réunion, oui, mais je veux dire le congrès à la direction. Aucune date encore. C'est Aucune ça. On date sait juste encore. que c'est l'année prochaine, effectivement. Bref, on le devine bien. On va y aller au prochain sujet maintenant, avec un peu de café, pour retenir l'actualité législative de cette semaine. Et puis, tiens, on va rester dans la capitale, puisqu'on vous entendait à l'instant, Jacques. Alors, vous avez suivi les travaux. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui rebondit à Fredericton cette semaine? On peut voir, c'est intéressant ce qu'on a vu cette semaine avec la question des infirmières. Le chef PC, Glenn Savoie, sortait des anecdotes de certains incidents qui ont eu lieu où il a appris qu'une certaine infirmière ou unité d'infirmières a été réaffectée. Le gouvernement reconnaît qu'il faudra faire des décisions difficiles à propos des postes d'infirmières, mais que rien n'est arrivé. Alors, M. Savoie a essayé de démontrer que le gouvernement prend des mesures déjà sans consulter. Le ministre Dornan a dit qu'une réaffectation à Saint-Jean, en fait, a été faite avec la consultation du syndicat. Alors, on voit que les PC essaient de déstabiliser le gouvernement avec certaines preuves qui contredisent leurs paroles. Mais M. Savoie penche beaucoup sur le processus, qui était consulté, est-ce que le syndicat était impliqué, et non pas vraiment sur la substance de la question. Est-ce qu'on doit réaffecter certaines infirmières dans les autres postes aux soins primaires ou aux urgences où le besoin est très, très urgent maintenant. Et c'est un peu le style qu'il prend comme chef progressiste conservateur dans la Chambre souvent, c'est de parler un peu de le processus au lieu des vraies décisions difficiles. On n'entend pas chaque fois qu'est-ce qu'un gouvernement PC ferait de différent. Et Susan Holt le souligne souvent. Oui, et d'ailleurs, il nous le répond en entrevue parfois aussi. C'est pas nous qui sommes au pouvoir à l'heure actuelle lorsque la question est posée. De votre côté, François, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine politique à Fredericton? Je vais rebondir sur ce que Jacques vient d'expliquer concernant ce dossier-là des infirmières transférées, peut-être pas, de département à l'autre. J'hésitais à aborder le sujet parce que je n'étais pas bien certain de bien comprendre le dossier, jusqu'à ce que je réalise que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. C'est juste qu'au chef de l'opposition, M. Savoie, celui-là même qui avait été le premier cette sortie publique, qui nous dit maintenant, mais qu'est-ce qui se passe là, finalement, à voir les réactions du gouvernement, mais aussi du syndicat des infirmières. Alors, pour résumer, Glenn Savoie, il a d'abord dénoncé ça. Là. Des infirmières sont transférées et même menacées de perdre leur emploi si elles refusent d'être transférées. Susan Holt avait répliqué à ça que oui, des infirmières peuvent être appelées à travailler dans d'autres postes, mais personne ne va perdre son emploi. Et c'est là qu'est arrivé le syndicat des infirmières qui a réagi en nous disant on n'a aucune espèce d'idée de quoi les politiciens nous parlent. On n'a eu aucune confirmation officielle qu'il y a eu un redéploiement à Vitalité, que cette histoire-là, c'est une rumeur, rien de plus. Ça alimente l'anxiété au sein des infirmières. Ça crée le chaos en utilisant le mot redéploiement.
Et c'est là qu'est intervenu M. Savoie, justement, qui s'interroge à savoir est-ce que Susan Holt et le syndicat des infirmières jouent sur les mots. Lui est convaincu encore là, que les infirmières ont reçu des demandes, des lettres disant vous devez être transféré et si vous n'obtempérez pas, il y a possibilité de perte d'emploi. Alors, en attendant d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est quand même un rappel, toute cette histoire-là que le syndicat nous a faite, que le gouvernement n'a pas un pouvoir de gestion absolu. Il ne peut pas décider unilatéralement qu'il a plusieurs infirmières à la santé publique, par exemple, pas assez aux urgences. Alors, on en transfère quelques-unes, on en prend quelques-unes ici, on les transfère dans la salle d'urgence pour le reste de la semaine et voilà, dossier réglé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, ce sont toutes des infirmières et des infirmiers, mais aussi des postes, des spécialités très différentes. C'est très complexe. Je ne crois pas qu'ici, c'est ce qui est arrivé, là, des transferts forcés d'une place à l'autre, mais il reste que tout ça n'est pas hyper clair. Il s'est produit quelque chose, certainement. C'est pas clair à quoi, mais le gouvernement patine un peu aussi là-dedans, je pense. On va passer au prochain sujet qui a provoqué sa bonne part de patinage aussi, hein? La dette d'Énergie Nouveau-Brunswick, François Gravel. Alors, il y a ça, il y a la comparution de Laurie Clark également. Bon, puis je vois encore qu'il faut s'attendre qu'on va payer plus cher, encore une fois, avec une demande d'augmenter les tarifs à l'automne. Vous choisissez, François, ce que vous voulez nous dire au sujet d'Énergie Nouveau-Brunswick. Ah oui, les tarifs d'électricité, les factures vont augmenter à l'automne d'après, et d'après aussi. On n'a pas fini avec ça. Ouais. Dans ce cas-ci, ici, ce que le gouvernement fait, il accorde à Énergie Nouveau-Brunswick plus de temps pour essayer de reprendre le contrôle de sa dette qui est galopante. Alors, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les clients qui, eux, étaient menacés d'avoir une très forte hausse d'augmentation d'électricité. Alors, Énergie Nouveau-Brunswick doit atteindre des objectifs de réduction de dette. Pour les atteindre, elle doit augmenter de beaucoup ses tarifs. Alors, si elle a plus de temps pour reprendre le contrôle, eh bien, les tarifs vont augmenter quand même, mais moins que prévu. Alors ça, c'est une bonne nouvelle du point de vue des clients, bien sûr, mais les libéraux ont fait campagne aussi, on le rappelle, en promettant d'aider la population aux prises avec la hausse du coût de la vie. Alors, empêcher une nouvelle explosion des tarifs d'électricité, c'est une façon de respecter cet engagement-là. Mais il y a un mais. Il y a une bonne raison là, pour laquelle cet objectif-là de réduction de la dette existe. Et c'est parce que la dette publique, qui dépasse les 5 milliards de dollars chez Énergie Nouveau-Brunswick, est hors de contrôle. Situation qui n'est pas soutenable à long terme. Alors, à ce rythme-là, Énergie NB va finir par se retrouver en faillite technique, là. Alors, je pense pas que l'objectif de Susan Holt et de René Lagacé, le ministre de l'Énergie, est d'annoncer, bon, la question de la dette, on s'en fiche, c'est terminé. Je pense plutôt qu'il essaie de gagner un petit peu de temps. Le gouvernement, on le rappelle, a commandé un examen d'Énergie NB avec des consultations publiques sur son avenir. Et il a instauré un rabais de 10 aussi sur la consommation d'électricité. Il a commandé une étude sur des factures d'électricité très élevées qui ont eu lieu au début de l'année chez plusieurs clients. Maintenant, cette décision, ça me dit que Mme Holt ne veut pas laisser la question de l'électricité torpiller l'action de son gouvernement et qu'il tente de limiter les dégâts en attendant de décider, mais qu'est-ce qu'on fait avec Énergie NB? Oui, la grande question, Jacques Poitras, d'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas sur le point d'apprendre l'identité des personnes qui vont faire partie de cette révision, commission, structure d'affaires qu'on met en place, là? Ça s'en vient, ça aussi, non? Je ne sais pas parce que ça fait un mois que Susan Oui. Holt a annoncé ce processus-là, puis on ne sait encore pas qui va co-présider le processus, quand est-ce que les réunions publiques vont avoir lieu. Il disait que ça allait commencer dans l'été. Bien, là, l'été s'approche et on prend des décisions, on peut dire, politiques à court terme sur la dette avant de vraiment prendre des grandes décisions sur comment régler la situation. Alors ça, c'est intéressant. L'autre aspect que j'ai trouvé très intéressant hier au comité avec l'audit des factures, un autre exemple de les anecdotes contre les données à l'Assemblée. Les comptables étaient très crédibles et ont convaincu le Parti vert, le chef David Kuhn, que les maîtres mesuraient fidèlement la consommation d'électricité. Chris Austin, député PC, doutait encore et disait qu'il ne pensait pas que l'Union Brunswick allait être convaincue. J'ai posé la question, avez-vous la responsabilité d'écouter les experts, de former un propre jugement et communiquer ce jugement-là à vos citoyens comme députés élus? Il dit non, mon responsabilité, c'est de refléter les doutes à l'Assemblée. Alors, c'est très intéressant, cet style de populisme qu'on voit encore, Il y a les malgré
Puis, malgré un témoignage assez crédible hier. intéressant. Ben, on est rendu à vos cafés, chers amis. Alors, je vais commencer avec vous, Jacques. Tiens, vers qui vont vos cafés cette semaine, Jacques Poitras? Et j'ai un café pour la première ministre Susan Holt. Je ne sais pas si c'est sucré ou amer. Son style de communication prend des virages intéressants. Elle ne va plus faire les briefings hebdomadaires Ouais. sur les tarifs. Ça semble qu'elle dit qu'avec l'élection du gouvernement libéral à Ottawa, la situation est stabilisée et elle n'a plus besoin de communiquer d'une telle façon. Mais j'ai remarqué aussi dans ses vidéos sociaux qu'elle ajoute maintenant sa signature Susan en rouge. Alors, un style de communication très politique dans des vidéos produites par l'équipe de communication du gouvernement. J'ai aussi un café très, très sucré pour le conseil de gestion de la bassin versant de la rivière Restigouche. J'ai passé 3 jours en canot sur la rivière Kedgewick et la rivière Restigouche la semaine passée. Et je veux juste remercier les bénévoles qui travaillent avec le conseil pour les ménages qu'ils font du site de camping, les cartes, toutes les infos qu'ils fournissent aux visiteurs en canot à cet très, très, très bel environnement. Ah, c'est un joyau, certainement, de la province. Très bien. Vos cafés, François Gravel. Alors, un spécial cabinet Mark Carney pour mes cafés. La semaine dernière, il y avait un café chaud à Dominique Leblanc, qu'on avait vu assis à côté de M. Carney dans le bureau ovale de la Maison-Blanche lors de la rencontre de Donald Trump. Alors, un nouveau café à M. Leblanc cette semaine, qui est encore une fois assis à côté de M. Carney, mais cette fois lors de la première rencontre du nouveau Conseil des ministres. Ça envoyait un message fort, je trouvais, cette image. M. Carney assis, Dominique Leblanc à ses côtés. Il a réagi avec humilité, comme toujours, M. Leblanc. Il a dit qu'on lui a rien dit, que c'est peut-être parce que c'est lui, le ministre, avec le plus d'ancienneté, qu'il était assis à cet endroit. Élu pour la première fois en l'an 2000, M. Leblanc, donc déjà 25 ans. C'est fou comment le temps passe vite. Mais je crois que M. Carney n'a rien voulu laisser au hasard. Là. Si M. Leblanc était assis à cet endroit précis, c'était pour envoyer un message au reste du cabinet, au caucus, à la population, qu'il est son homme de confiance. Café sucré à Wayne Long, le député de Saint-Jean-Québec-Assis, nommé secrétaire d'État à l'Agence de revenus du Canada et aux institutions financières. Incroyable le parcours de M. Long, qui, je rappelle, qu'il n'y a pas si longtemps était considéré électron libre, critiqué souvent son chef Justin Trudeau, avait annoncé ensuite sa retraite de la politique, est revenu à la dernière minute, convaincu par Mark Carney de reprendre le flambeau, et le voilà maintenant secrétaire d'État. Je lisais pas plus tard que ce matin que ça va pas si bien que ça, l'Agence de revenus du Canada. Ils ont des gros problèmes. Alors, il va avoir les mains pleines, je pense, M. Long. Et en terminant, café amer à Ginette Petitpas-Taylor. Elle avait été nommée ministre dans le premier cabinet de Mark Carney, celui qu'on avait surnommé le cabinet de guerre, là, comme dans la guerre économique de Donald Trump. Oui. Elle a été rétrogradée. J'ai l'impression qu'elle a encaissé difficilement la nouvelle. D'ailleurs, elle a refusé toutes les demandes d'entrevue, Mme Petitpas-Taylor. C'est sûr que c'est pas facile. Je me disais bien aussi que le cabinet allait rebondir quelque part dans ce segment. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une très belle longue fin de semaine. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Jacques Poitras, on suit vos reportages à CBC. Et bien sûr, on va lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. François Gravel, merci. Merci à vous. Merci, au plaisir. À la prochaine.